Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce week-end de Pâques. Au programme de ce journal du 3 avril, du tennis bien sûr. Le tirage au sort du Rolex Monte Carlo Masters vient de s'achever. Nous rejoindrons notre expert au Monte Carlo Country Club. Sans grande surprise, Thomas Brezzo a été réélu hier soir président du Conseil national. Dans une chronique à suivre, nous vous rendrons compte de cette première séance de printemps. 9 chefs de super yacht ont relevé le défi du concours culinaire qui leur est consacré. Dans un reportage, vous découvrirez les temps forts de cette 7e édition dont le jury de chefs était présidé par Philippe Etchebest. Le chef sera notre premier invité. Nous recevrons ensuite Didier Van Kovelaert. L'écrivain a donné une conférence en s'appuyant sur son dernier ouvrage, L'intelligence naturelle, quand le génie du vivant dépasse l'IA. Vous venez de le vivre en direct sur notre antenne. Le tirage au sort du Rolex Monte Carlo Masters vient d'avoir lieu. Les grosses affiches du tournoi qui débutera demain sont désormais connues. Frédéric Elion. Oui, effectivement, Sarah, l'information principale, c'est que Valentin Vachereau, le joueur de la Fédération monégasque de tennis, affrontera au premier tour Kamil Mashrak, le Polonais, un premier tour abordable sur le papier. Et en cas de victoire, Valentin pourrait affronter Lorenzo Musetti, l'Italien, membre du top 10 et finaliste, on s'en souvient, l'an passé face à Carlos Alcaraz. En ce qui concerne les autres potentielles grosses affiches, on va évoquer ensemble les quarts de finale. Si le classement est respecté, s'il n'y a pas de surprise, alors il y en a quand même beaucoup ici à Monte-Carlo, on le sait, Carlos Alcaraz, le tenant du titre, pourrait retrouver Alexander Bublik, une ancienne connaissance pour les Monégasques, puisque le Kazakh avait affronté Monaco en Coupe Davis. Autre affiche potentiellement très intéressante sur ces quarts de finale, c'est un remake de la demi de l'an dernier entre Lorenzo Musetti et Alex de Minaur, l'Australien. Et puis de l'autre côté du tableau, dans la partie droite, on aura des affrontements potentiels entre Medvedev et Zverev et entre Sinner et Félix Auger-Aliassime, le Canadien. Voilà pour le tableau principal, en vous rappelant qu'en double, il y aura aussi 2 représentants de la Fédération monégasque de tennis. Romain Arneaudo, associé à Pierre Hugerbert, Romain qui a gagné le tournoi l'an dernier, et Hugo Nice, associé à Édouard Roger Vasselin. Romain et Hugo auront aussi une wildcard pour les qualifications en simple qui débuteront demain matin. En basket, la Roca Team s'est inclinée face à Dubaï 91-101 hier soir sur le terrain neutre de Sarajevo. Les Rouges et Blancs, toujours privés de Mike James mais aussi de Daniel Theis, ne se sont pas montrés assez solides défensivement. Ils conservent leur 10e place et manquent l'occasion de se rapprocher de la qualification au play-off d'Euroleague. A noter que les 3 dernières journées de la compétition auront lieu toutes à Gaston-Médecin pour l'ASM. C'est une première. L'AS Monaco eSport est le nouveau champion de France de l'E-Ligue 1. Marwan Chaou et Karim Rmaiti, accompagnés de leur coach Kalash, n'ont laissé aucune chance à 3 lors de cette finale, s'imposant sur le score sans appel de 4-1 dans la salle parisienne de La Cigale. Nous les recevrons dans notre JT de dimanche. Des nouvelles de Charles Leclerc pour clore cette page sport. Le pilote de Formule 1 était mis à l'honneur hier soir à l'hôtel de Paris. Au bras de son épouse, il a reçu le Goodwill Ambassador Award des mains du prince Albert II en reconnaissance de son parcours sportif. Avec ce prix, le Monégasque devient le nouvel ambassadeur de bonne volonté du Monaco Ambassadors Club, association fondée par la princesse Grace et qui honore chaque année celles et ceux qui contribuent à faire briller la principauté à l'international. Hier, sans grande surprise, les conseillers nationaux ont reconduit leur président Thomas Brezzo à la tête du Conseil national. Christinda Petit-Homel a assisté à la séance d'ouverture de la session de printemps. Bonsoir Christinda, que faut-il retenir des échanges ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Effectivement, le Conseil national a ouvert ce jeudi sa session de printemps avec le renouvellement de son bureau. Sans surprise, Thomas Brezzo a été reconduit à la présidence de l'Assemblée avec 20 voix en sa faveur. Jean-Louis Grinda conserve également son poste de vice-président. C'est un moment particulièrement fort qui marque un engagement personnel, renouvelé au service de l'État monégasque, au service de nos compatriotes et plus généralement de la communauté monégasque tout entière. Mais c'est aussi, chers collègues, un engagement auprès de chacun d'entre vous. D'ailleurs, c'est à vous qu'iront mes premiers mots, sans distinction d'appartenance majoritaire ou minoritaire, car je me dois à chacun avec la même exigence.
Dans son discours, Thomas Brezo a donc salué cette confiance renouvelée tout en appelant à un dialogue constructif avec le gouvernement, mais aussi à davantage d'avancer sur plusieurs dossiers majeurs comme le logement, certains projets d'aménagement ou encore la gestion des déchets. Le président du Conseil national a également réaffirmé un engagement central pour la majorité, la défense de la priorité nationale qu'il considère comme un pilier du modèle social monégasque. Pour renforcer cette action, une vice-présidence dédiée à ce sujet sera créée au sein de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Dans la foulée, les élus ont tenu une séance publique législative marquée notamment par plusieurs textes liés au logement des Monégasques, parmi eux le projet Villa La Luciole, boulevard Régnier 3, qui doit permettre la construction de nouveaux appartements domaniaux. Le texte voté autorise notamment l'utilisation d'une partie du sous-sol de la voirie pour les infrastructures du futur immeuble. Autre opération évoquée, le projet du Larvoto supérieur qui prévoit 35 logements domaniaux, 94 places de stationnement et un data center pour Monaco Télécom. Les élus ont suggéré d'augmenter le nombre de logements, mais le gouvernement estime qu'une surélévation du bâtiment ne serait pas adaptée à l'environnement du quartier. La livraison est aujourd'hui envisagée à l'horizon 2028. Enfin, un troisième texte plus technique, celui-ci a permis d'ajuster les limites d'un terrain pour sécuriser juridiquement une future opération immobilière. Au final, ces débats illustre une priorité partagée entre le Conseil national et le gouvernement, développer l'offre de logement pour les Monégasques, même si le rythme des projets reste un sujet de discussion entre les deux institutions. Merci Christinda pour ces précisions. Elle met à l'honneur ce métier peu connu et pourtant si passionnant de chef en mer. La 7e édition de la Super Yacht Chef Competition s'est tenue hier. Organisée par la Belle Classe Academy, le centre de formation du Yacht Club de Monaco, elle a vu s'affronter 9 candidats plus motivés les uns que les autres. Théo Schumer et Sylvain Péroumal n'ont rien manqué de cette journée palpitante. Le Yacht Club de Monaco remet le couvert cette année avec la 7e édition de sa Super Yacht Chef Competition, initiée par Joël Garraud. Devant un jury exceptionnel, à l'image de son président, le meilleur ouvrier de France et 2 étoiles au Michelin, Philippe Etchebest, les chefs passent 3 par 3 dans 3 manches différentes. Ils ont 5 minutes pour imaginer leur plat et 40 minutes seulement pour le transposer dans l'assiette et tenter de convaincre. Seule condition, respecter 2 ingrédients imposés pour leur recette. 3 rounds différents avec à chaque fois l'ingrédient principal imposé pour chaque round. Donc ils doivent utiliser ce produit et en plus le public vote pour un ingrédient mystère. Les critères, c'est toujours les mêmes en cuisine. Il faut avoir de l'inventivité, de la réactivité, savoir gérer son temps. Des critères qui sont bien sûr adaptés au contexte dans lequel exercent ces chefs. Cuisiner à bord d'un yacht n'a rien à voir avec un restaurant. Le plus difficile est de savoir travailler dans une cabine exiguë et soumise au mouvement des vagues, d'où le fait que la cuisine du concours soit si petite, mais les participants n'en sont pas pour autant déstabilisés. L'ingrédient de base, c'était la dorade et l'ingrédient mystère, c'était les citrons confits. Et du coup, je suis tout de suite allée sur une assiette qui rappelle un peu l'été, la fraîcheur, parce que les citrons confits, c'est même un produit très lourd à travailler, je trouve, personnellement. Mais il y a un monde que ça peut faire avec. Moi, j'adore les poissons parce qu'ils me rappellent l'été. Quand j'étais en Italie, comme je suis italienne, à bord de plage, c'est un concours que j'avais déjà connu, suivi et tout ça. Et je suis très heureuse de pouvoir participer et faire partie de ça cette année. Après un dernier round composé uniquement des finalistes, c'est tout naturellement sur un yacht que le jury se réunit à 17h pour délibérer, après quoi l'annonce des résultats tombe. Et le regagnant de cette édition 2026, c'est Aaron Thomas. I felt like I didn't feel super nervous going in, but you know, you're not really sure what you're going to do. But yeah, I'm just super happy that I managed to come out on top. Cette nouvelle édition aura donc permis une nouvelle fois d'exposer au public le métier très particulier de chef embarqué et à ses participants de faire valoir leur talent auprès des stars de la gastronomie. Le lauréat de cette année est le chef du plus petit yacht parmi ceux en compétition. Preuve que même dans ce milieu très fermé, ce n'est pas la taille qui compte.
Vous l'aurez compris, Philippe Etchebest a pris part à l'aventure cette année en présidant le jury. Le meilleur ouvrier de France et chef doublement étoilé est avec nous. Bonsoir chef. Bonsoir. Beaucoup vous ont connu dans l'émission Cauchemar en cuisine, il faut le dire, hein, vous n'y alliez pas de main morte avec les participants. Est-ce que vous avez été un peu plus doux avec les jeunes chefs à Monaco? Effectivement, là, on est dans un rôle bienveillant. On est là pour aussi assister et aider les candidats. Bien sûr, on va les juger à la fin par rapport à leur plat, mais franchement, c'est pas comparable. Le niveau vous a surpris? Le niveau était bon, très bon, surtout dans un laps de temps qui était extrêmement court. Franchement, ils ont bien bossé. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, elle se joue en tout cas par rapport aux prestations qui ont été faites. C'est sur du détail, hein, à un moment donné, ça joue à quelques points, mais peut-être sur la cuisson, sur l'assaisonnement, qui va faire la différence. Cette compétition met à l'honneur le métier de chef embarqué, encore méconnu du grand public. C'est quelque chose qui vous parle? Vous avez déjà expérimenté la cuisine à bord? Alors j'ai déjà fait un concours où j'étais président de jury, c'est drôle, mais il y a une bonne dizaine d'années, mais c'était sur des voiliers. Et pour le coup, c'était vraiment en condition, c'est-à-dire qu'on naviguait et on devait noter les candidats dans le bateau en conditions réelles et c'était une expérience assez exceptionnelle. Après, j'ai envie de dire que maintenant le rôle du cuisinier est très important sur un bateau. Quand on part 2-3 semaines comme ça en voyage, il faut à la fois satisfaire des clients et c'est important, et aussi pour le bien-être du personnel, il est important de bien manger. Donc tout ça fait que le rôle du chef a un rôle vraiment extrêmement prépondérant en tout cas important dans le yachting. Vous avez donc présidé le jury de chefs. Vous étiez aux côtés notamment de Marcel Ravin, hein, qui est de Monaco. Quel regard vous portez sur la gastronomie du pays? Où est-ce que vous mangez d'ailleurs quand vous êtes ici? Alors déjà, chez Marcel, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller manger, c'est super. Après, honnêtement, Monaco n'est pas forcément une destination où je viens très souvent. Voilà, c'est pas forcément sur mon chemin, mais en tout cas, le peu que je suis venu, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir à la fois la région et puis aussi sa gastronomie, parce qu'il y a quand même plein de choses. Enfin, un petit mot sur votre actualité. Vous étiez de retour dans l'émission Top Chef cette semaine. Vous continuez en parallèle de développer vos restaurants, dont votre dernier bébé qui ouvre aujourd'hui à Bordeaux. C'est vrai, on fait l'inauguration d'un pop-up où on a placé sur le parvis de la gare une espèce de gros container qu'on a aménagé en espèce de food truck pour servir donc les ravioles, mon plat signature, la raviole de foie aux champignons, qui est déclinée en salé et en sucré. Et effectivement, on va rester un peu plus de 6 mois sur le parvis de la gare pour donner l'occasion en tout cas aux gens de pouvoir voyager avec des bons plats. Un beau projet encore. Merci beaucoup Philippe Etchebest d'avoir été notre invité ce soir. Avec plaisir. La musique est une partie du théâtre, disait John Cage. Hier soir, au Théâtre des Variétés, cette idée a pris vie. Le Printemps des Arts se poursuit et une création mondiale a réuni une pianiste qui est aussi une créatrice sonore ainsi qu'une comédienne pour une expérience artistique singulière intitulée « Une oreille seule n'est pas un être ». Le récit de José Sacré sur les images de Lionel Bernardi. Une oreille seule n'est pas un être. C'est le titre du concert Commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, donné en création mondiale jeudi 2 avril au Théâtre des Variétés, avec Manon Xardel, comédienne, et Claudine Simon, pianiste et créatrice sonore. Le thème de ce spectacle, c'est le piano tel qu'on le connaît, qui a traversé les siècles, et puis le piano tel que je l'imagine aujourd'hui, un peu transformé, un peu hybridé par des machines et qui a vécu plusieurs histoires. En fait, on raconte une histoire du piano. Donc, c'est à la fois une pièce de musique et une pièce de théâtre, puisqu'il y a une comédienne et moi-même au piano et toute une équipe aussi. Lumière et Vivien Trelka qui participe, qui est une sorte aussi de marionnettiste avec ce piano particulier. On reparcourt l'histoire d'une pianiste à travers lui. Et en fait, c'est un piano qu'on transforme. On transforme nos habitudes d'écoute aussi, parce qu'on pose des objets à l'intérieur qui modifient son son. Donc, on n'a plus tout à fait la même gamme par rapport au son traditionnel que l'on connaît du piano. Le piano, il est chatouillé, transformé, revisité. Même son imaginaire est un peu bousculé par rapport à ce qu'on connaît. C'est un instrument roi, on peut dire. On a l'habitude de le nommer ainsi. C'est un instrument très important qui a vécu énormément de répertoire, énormément d'histoire. Et donc là, c'est une autre histoire du piano.
Parmi les prochains concerts du Printemps des Arts à ne pas manquer, celui du 4 avril au Grimaldi Forum avec au programme la Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen. Coup de projecteur à présent sur un réseau 100% féminin. Soroptimiste compte dans le monde quelques 75 000 femmes qui défendent efficacement les droits des femmes et des filles. La branche monégasque a organisé hier une soirée solidaire marquée par la conférence de Didier Van Kovelaert à l'Automobile Club de Monaco. C'est là que Vanessa Dessy a rencontré sa présidente. Écoutons-la. Ce sont des femmes qui œuvrent pour les femmes dans différents domaines, le domaine de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation et du leadership, du développement durable, et nous participons aussi à la lutte contre les violences faites aux femmes. Une de nos membres est amie avec Didier Van Kovelaert qui a proposé très gentiment de venir animer une conférence pour nous, ce qui permet de créer une soirée à l'issue de laquelle il y aura un dîner et ainsi de récolter des fonds via le club Soroptimiste pour une association monégasque. C'est le SICAM, c'est-à-dire le club des amis des chiens d'aveugles de Monaco. C'est un club qui œuvre également pour les déficients visuels, les mâles ou non-voyants, en leur offrant une formation pour leurs chiens guides d'aveugles, mais également du matériel informatique et éducatif dédié à leur situation de handicap. Et l'écrivain a accepté d'être notre invité. Bonsoir Didier Van Kovelaert, merci de nous accorder un moment. Bonsoir Sarah. Dans votre dernier ouvrage intitulé « L'intelligence naturelle », publié chez Fayard, vous confiez que face à l'intelligence artificielle, l'intelligence du cœur triomphe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Incessamment, l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Et puis non, toujours pas. Et plus les modèles d'intelligence artificielle sont développés, plus ils font d'erreurs. On est presque à 80% d'erreurs sur les derniers modèles. Et plus elle hallucine, l'intelligence artificielle. C'est le terme technique employé pour les erreurs. Quand elle ne sait pas, elle invente, elle manipule. Donc elle manipule des données existantes qu'elle vole, qu'elle pille. Donc face à toutes ces choses-là, il m'a paru très important de revenir aux sources de l'intelligence végétale, animale, humaine, puisque l'intelligence humaine évidemment procède. Et la grande différence, c'est que cette intelligence-là est fondée sur le lien, et non pas sur de la gestion de données. Le lien, l'association d'idées, l'imagination, l'empathie, la solidarité, c'est ce que pratiquent les humains dans le meilleur des cas, mais dans tous les cas, les animaux et les végétaux. C'est tout ce que je raconte dans l'intelligence naturelle. Et justement, en nous appuyant aux animaux, aux végétaux, quels sont les signaux auxquels nous devrions être plus attentifs ? Il suffit pour ceux qui ont un animal dans leur vie, il n'y a pas besoin de préciser davantage. L'empathie, le pressentiment, les efforts pour se faire comprendre, la manière dont ils vous font sentir qu'ils vous comprennent mieux que vous ne les comprenez. Et puis, avec un peu plus d'attention, on se rend compte que la même chose arrive au niveau du dialogue avec des plantes. Avec des plantes d'appartement comme avec des arbres. Et puis quand on étudie leur fonctionnement, je répète, tout ça est sourcé scientifiquement. L'histoire, moi qui suis un romancier de départ, on pourrait croire souvent que j'invente, mais tout est sourcé quand je démontre comment, et c'est pas moi qui le démontre, ce sont des travaux de grands scientifiques, comment les plantes des arbres attaqués non seulement se défendent de la manière la plus incroyable qui soit, en scannant par exemple la composition des punaises qui les attaquent, pour leur envoyer un poison dédié. Parce que si ce sont d'autres insectes herbivores, ils vont fabriquer un autre poison. Et en même temps, ils préviennent tous les arbres d'alentour de ce danger-là. De la même manière pour les animaux qui pressentent, si vous allez avoir un accident, qui font tout pour vous empêcher de prendre un train, par exemple. Je donne plusieurs exemples assez incroyables. Et puis, même quand il n'y a pas ce lien avec l'animal domestique, même lorsqu'il s'agit de dauphins, d'éléphants, de tigres. Je donne là encore des exemples validés scientifiquement qui démontrent que cette véritable intelligence est une intelligence du cœur qui passe par tous les moyens pour, lorsqu'il y a un lien préexistant, pour l'approfondir et pour l'exprimer.
À nous d'être plus à l'écoute, plus observateurs. Votre discours sonne comme un cri d'alarme. Le message, c'est soyons prudents face aux algorithmes qui agissent et pensent à notre place. Il y a un vrai danger pour notre cerveau? Le vrai danger numéro 1, et là encore c'est totalement prouvé, c'est simplement la paresse intellectuelle. L'imagerie médicale l'imagerie cérébrale prouve que lorsque on vous a posé un problème et tout de suite vous allez chercher la solution chez ChatGPT ou autre, des zones s'éteignent dans votre cerveau, des connexions ne se font pas. Et vous allez remettre beaucoup de temps à retrouver un fonctionnement normal. C'est la loi du moindre effort. De la même manière que depuis qu'on a inventé les calculettes, nous avons perdu le sens du calcul mental parce que ça ne sert à rien. En revanche, un groupe qui d'abord réfléchit avant de poser la question sur l'IA, le fonctionnement sera à peu près normal. Et un groupe qui, lui, n'a pas accès à l'IA, il va faire travailler toutes les connexions préexistante du cerveau et entretenir cette machine. Donc, et puis le danger, c'est l'accoutumance. Quand on vous dit ça, l'IA vous délivre de plein de corvées, ouais, mais rapidement, tout va devenir une corvée. Lettre de motivation, lettre d'excuse, lettre d'amour, de rupture. Vous allez tout demander à l'IA et votre cerveau va faire de moins en moins d'associations d'idées, vous allez ne plus chercher dans votre mémoire, donc vous allez perdre plein de choses. C'est un vrai danger. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Il suffit de revenir à un fonctionnement normal. Et puis le grand problème, c'est que ça coupe les liens entre les gens. Et ça coupe les liens aussi avec les animaux, les végétaux, qui eux sont là pour alimenter le fonctionnement de votre conscience et les performances de votre cerveau. Voilà, c'est un sujet passionnant. Pour approfondir, foncez vous procurer ce livre, L'intelligence naturelle, publié chez Fayard. Merci beaucoup Didier Van Kovlart pour cet entretien passionnant. Merci à vous. Ces photographies ont fait le tour du monde. Edward Quinn a immortalisé la première rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier III au Palais lors d'une séance photo pour le magazine Paris Match. C'était pendant le Festival de Cannes en 1955. La bibliothèque irlandaise de Monaco proposait hier une conférence sur le photographe irlandais avec la présence de son neveu. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisque ce mois-ci marque le 70e anniversaire de ce que l'on appelle le mariage du siècle, célébré en avril 56, moins d'un an après leur rencontre. Le palais qui était illuminé en rouge hier soir, un symbole fort pour marquer la 9e soirée du cœur organisée par l'association Femmes Leaders Mondiales au Yacht Club de Monaco. Cet événement caritatif permet de sensibiliser aux maladies cardiovasculaires féminines. Il a été ponctué par une vente aux enchères au profit du centre hospitalier Princesse Grace et du centre cardio-thoracique. C'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo vous sera présentée par Alexandra Pani, suivi de votre après-JT. Il est consacré cette semaine à la formation des commissaires de piste, des passionnés bénévoles qui vivent au plus près les émotions du Grand Prix de Monaco. Pour vous en donner un avant-goût, tout de suite les photos d'Edward Wright. Belle soirée sur Monaco Info et à demain 19h. Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve en cette fin de semaine pour les prévisions météo de ce samedi 4 avril. Le soleil sera en rendez-vous tout au long de la journée. Les températures oscilleront entre 13 et 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h04 et se couchera à 20h01. Ce samedi, nous célébrerons les Isidores. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.